Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. 2 F-18 perdus en l'espace de quelques heures seulement, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec un F-18 Foxtrot, c'est le Super Hornet, la version biplace, perdu encore une fois sur le Truman. Alors le Truman, nous en avons beaucoup parlé ces derniers jours, car oui, il y a moins d'une semaine, un F-18 monoplace est passé par-dessus bord. Là, ce serait lors de l'appontage avec une casse au niveau du brin d'arrêt. C'est déjà arrivé par le passé. Vous voyez quelques images là, on va revenir dessus, essayer de comprendre pourquoi cela peut arriver et surtout que peut faire l'équipage. À côté de ça, en Finlande, membre de l'OTAN depuis 2023, en Laponie, dans le Grand Nord, à côté du deuxième plus grand aéroport du pays, là où se situe le parc de Santa Claus et le village du Père Noël, Rovaniemi, un F-18 a été perdu aux alentours des 11 heures locales ce mercredi 7 mai. Juste après le jingle, on revient sur ces événements aéronautiques qui, heureusement, n'ont pas porté à conséquence, encore une fois, grâce à Martin Baker, le fabricant de sièges éjectables, qui avait également sauvé mon père, grâce à qui, eh bien, je ne serai pas là. Et on attaque tout ça juste après le jingle. Le Truman, comme vous le savez, c'est un porte-avions que j'apprécie beaucoup. J'ai fait ma qualification à l'appontage, 10 appontages. J'ai servi comme officier de liaison dans le Golfe. Et là, on en entend un petit peu trop parler, je pense, au goût du US Navy. Comme vous le savez, à cause d'un tir fratricide sur un Super Hornet biplace, c'était en décembre dernier. Heureusement, l'équipage s'était éjecté juste avant l'impact du missile SM-2, qui est un très gros missile, et avait survécu. L'équipier qui était derrière avait réussi à ne pas se faire abattre par le missile. Ensuite, on avait entendu parler du Truman au nord de Suez suite à un abordage avec un autre navire. Le commandant du navire avait été remercié, le commandant du Truman, remplacé par le commandeur Hill qui était précédemment dans la zone avec un autre porte-avions. Et là, un avion par-dessus mer suite à une manœuvre à cause de Hansarala. Et maintenant, ce câble qui casse. Donc regardons un tout petit peu l'historique de ces brins d'appontage qui cassent. Sur porte-avions français, nous avons 3 brins. Sur la nouvelle génération, les Ford, 3 brins également. Généralement sur porte-avions type Truman, vous avez 4 brins, vous visez le numéro 3. Pourquoi vous visez le numéro 3? Parce qu'en termes de pente, si vous prenez le 1, c'est que vous étiez un petit peu court. Et donc votre marge par rapport à l'arrière du bateau n'était pas optimale. Si vous visez le 2, pareil, un peu bas. Si vous visez le 4, un peu long, donc on vise le 3, qui est donc celui qui va prendre normalement le plus d'impact, le plus de force. Alors pour parler de force, un F-18 Super Hornet, c'est environ 14,5 tonnes à vide. Rajoutez maintenant un peu de pétrole, on va apponter avec quelques milliers de livres, on parle en livres sur F-18, et votre quantité de pétrole va dépendre des conditions météo, va dépendre également de la présence ou non de terrain de dégagement. Donc là, dans la zone où ils sont, je pense qu'ils travaillent en blue water, sans terrain de dégagement. Vous avez donc généralement un avion vertical, un avion ravitailleur vertical, un F-18 avec le pod de ravitaillement, et vous allez devoir vous présenter avec assez de pétrole pour faire généralement 2 ou 3 appontages. Maintenant, ils sont dans une zone de guerre. Ce qui est possible également, c'est qu'ils reviennent avec des bombes et des missiles. À ce moment-là, l'avion est plus lourd. Pour faire très simple, généralement, vous avez une masse maximale à l'appontage, temps de paix, et vous avez une masse différente, temps de guerre, car à cause de l'armement que vous embarquez, on veut quand même pouvoir ramener cet armement à bord s'il n'a pas été tiré, typiquement des missiles, des fois certaines bombes, eh bien on va autoriser un appontage plus lourd. Quel est le problème d'apponter plus lourd? L'énergie, vous le savez, dépend de la masse et du carré de la vitesse. Un F-18 Super Hornet, d'après Internet, qui arrive avec seulement 2000 livres de pétrole, sans armement, il arrive à 134 nœuds. Commencez à rajouter du pétrole, rajouter des bombes, vous allez arriver plus vite. Et à chaque fois, c'est le carré de la vitesse
qui va avoir un impact en plus de la masse. Vous augmentez la masse, le M, vous augmentez le V au carré. Cela va donc engendrer de la fatigue structurelle sur l'avion, qui est surveillé, mais également cela va demander plus de résistance au niveau des presses hydrauliques qui viennent emmagasiner l'énergie lorsque votre crosse prend un brin. Et pour la petite histoire, les brins ne sont pas collés au sol, ils sont légèrement surélevés de manière à faciliter l'accroche. Et la crosse, elle, est forcée vers le bas par une pression hydraulique de manière à optimiser vos chances que ça accroche. Pour la petite histoire, si vous trouvez que ces masses sont énormes, le F-14 pesait 18 tonnes à vide. Un Rafale est aux alentours des 10 tonnes. Il est important de noter également que les presses, donc tout le système de freinage hydraulique, est réglé spécifiquement pour la masse de l'avion lors de son retour. Donc si un F-18 Super Hornet se pose et que derrière c'est un Hawkeye, il y a des modifications à faire, parfois même entre deux F-18 si les masses sont différentes. Et oui, quand vous êtes pilote dans l'aéronaval, votre survie dépend du professionnalisme de tous les marins du bord. Alors maintenant, cette image avait fait le tour du monde, c'était au milieu des années 2010. Ce Hawkeye passe par-dessus bord après que le câble casse. Ils avaient survécu, pourquoi? Parce qu'ils ont des hélices. Quand vous avez des hélices, à chaque fois que vous vous posez, réacteur ou hélice, vous mettez plein gaz. Le fait de mettre plein gaz va permettre à votre réacteur ou à vos hélices de vous donner la poussée ou la propulsion nécessaire normalement pour vous sustenter si votre crosse n'accroche pas le brin. Maintenant, le problème, c'est qu'avec la prise du brin, vous avez décélération. Dans le cas du Hawkeye, il se retrouve avec une très faible vitesse et il tombe du pont d'envol. Si ça avait été sur le porte-avions français, il est plus bas, ils auraient touché l'eau. Là, on est sur un porte-avions américain qui est plus haut, il y avait un peu de marge, l'équipage a très bien réagi en rendant un petit peu la main, en évitant de s'enfoncer, de s'accrocher aux manches. Et là, vous avez un phénomène très différent entre les avions à hélice et les avions à réaction. Avec l'avion à réaction, c'est de la poussée. Plus je vais doucement, en gros, moins ça pousse. Avec des hélices, c'est de la traction. Ça réagit beaucoup plus vite et surtout, puisque les hélices sont devant, les hélices, quand vous mettez plein gaz, elles viennent souffler votre aile, ce qui vient augmenter votre portance et elles viennent également donner plus d'autorité à vos commandes de vol et à votre profondeur. Pourquoi? Bien parce qu'il y a tout cet air qui est brassé par votre hélice à qui vous avez demandé une énorme puissance qui réagit de suite. C'est pour ça que le E2, en plus de son équipage qui a très bien réagi, a eu cette capacité à se sustenter en sortie de pont. Le fait que le pont soit haut, porte-avions américain, qu'il s'est mis plein gaz et que les hélices soient devant les ailes et devant les commandes de vol. Si vous aviez mis un système d'hélices derrière les ailes, comme on peut le voir par exemple sur ce Cessna ou sur cet Avianca, ça aurait moins bien marché. Maintenant, regardez sur ce F-18, là, il peut faire ce qu'il veut le pilote, il a décéléré, son réacteur ne lui donne pas la même accélération à basse vitesse que les hélices, rien à faire, tu sors. Dans le cas de notre Super Hornet, ils étaient deux. On apprend, grâce à Martin Baker, qu'on en a 7788 pilotes éjectés, à voir exactement le décompte Inde-Pakistan de ces dernières heures, et ça vous donne une petite idée du nombre de vies sauvées. Les pilotes ont été légèrement blessés, récupérés par l'hélicoptère, c'est un MH-60 qui a récupéré du HSC-11, c'est ce qu'on appelle le Pedro. Ce sont des personnes qui passent leur vie à être prêtes à intervenir s'il y a un souci pour les pilotes, donc là, tant mieux, ça leur fera une intervention de leur vie. Pour les pilotes, c'est dommage. À voir s'ils se sont déjà éjectés. Généralement, après 2 éjections, on vous envoie plutôt vers la reconversion que vers un nouveau siège éjectable. Et pour la petite histoire, regardez ces images, ça n'arrive pas que dans l'US Navy, c'est arrivé sur le Kuznetsov avec un Sukhoi 33. Et là, que ce soit matériel russe, matériel américain, matériel français, la porte de sortie, c'est vers le haut. Il n'y a pas de miracle, ce sont les limites de la chasse embarquée. Le dernier petit axe, il fallait en parler, c'est le F-35B. Vous avez vu ces images au décollage d'un F-35B depuis le porte-aéronef britannique. Autre problème, lors du décollage, si une de vos entrées d'air est bloquée, et là il y avait un cache à entrée d'air, on en a parlé sur la chaîne, qui était bloqué, caché à la vue du pilote et des mécaniciens, vous n'avez pas la puissance nécessaire en sortie de pont, que ce soit à cause d'un câble qui vous freine et qui après lâche, ou que ce soit à cause de votre réacteur qui ne pousse pas suffisamment lors du décollage, vous finissez à l'eau. Il est quand même à noter que c'est grâce à l'éjection rapide de la part des équipages qu'ils survivent. On a eu dans le passé de la chasse embarquée des personnes qui tombent à l'eau avant qu'il y ait des sièges éjectables ou à l'époque où c'était pas aussi bien, qui après passent sous le bateau. Un avait survécu, mais c'est généralement pas une situation d'avenir.
On va maintenant du côté de la Finlande. Je vous rappelle que la Finlande, c'est 5,6 millions d'habitants, c'est 100 000 îles, 200 000 lacs, membre de l'Union européenne depuis 1995, l'OTAN 2023, c'est collé à la Russie, contre laquelle il y a eu pas mal de conflits. Et la météo sur notre terrain, le deuxième du pays au nord, terrain assez particulier parce que le cercle arctique passe sur la piste, mais il faisait beau. 2 degrés, 1018 de pression, je vous rappelle que la pression standard c'est 1013,25 et une couche de nuages à 4100 pieds. La piste c'est une 0321, on a quand même 3000 mètres, elle a été construite en 1940 et le F-18 appartenait à la Lapin Lenost. Alors c'est une unité qui appartient à l'armée de l'air finlandaise, l'armée de l'air finlandaise c'est assez petit, ils sont environ 3100 aviateurs actifs, je vous rappelle qu'un aviateur c'est quelqu'un qui travaille dans l'armée de l'air, 38 000 réservistes, donc 38 000 aviateurs réservistes pour l'armée de l'air finlandaise. Et ils ont acquis, dès la fin 99, 54 F-18C. Ils sont progressivement retirés du service depuis 2024 pour être remplacés par un avion très européen, je déconne, le F-35. Eux, ils ont commandé des F-35A, A comme Airfield, c'est la version armée de l'air, et ils iront donc dans le Grand Nord en monomoteur. L'unité Lapin Lenost, son objectif, son mandat, en fait, c'est de protéger le nord de la Finlande, protéger la Laponie, et ils sont forcément aux premières loges pour intercepter tout avion russe qui serait en transit dans les eaux internationales au nord. À noter qu'avant, il y avait cet avion mythique, le Draken, et donc l'armée de l'air finlandaise fait Draken, F-18C, F-35. Le F-18 est un avion qui a fait ses preuves, qui marche bien dans le Grand Nord, demandé aux Canadiens, et le fait d'être bimoteur lui a permis bien souvent de revenir intact à la maison. Avec les Finlandais, nous devrions savoir d'ici un an et demi exactement ce qui s'est passé dans ce crash. Dans tous les cas, l'actualité est extrêmement dense. N'hésitez pas à vous abonner, on vous parlera de ces images incroyables des Frecce Tricolori, la patrouille italienne, où ils se sont percutés à 3 et ont ramené leurs avions plus ou moins en bon état, plus ou moins allégés, au sol, sans faire de victimes, sur les populations civiles, ce qui est une excellente chose. Dernier point, un grand merci à tous ceux qui ont précommandé et qui maintenant ont dû recevoir Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie. On va revenir un petit peu sur le livre et sur certaines des histoires parfois à peine croyables dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner. Mais l'objectif de ce livre, eh bien, c'est de vous montrer les grandes transformations qu'a vécu l'aviation civile et de les relier à chaque fois à un ou plusieurs accidents qui nous ont donné le courage de transformer notre industrie pour servir au mieux nos clients et également leurs familles. Car quand vous êtes pilote de ligne, un de vos objectifs, c'est de prendre soin d'un être cher qu'une famille vous a confié pour quelques heures. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On va peut-être se voir en conférence ou en workshop. Il nous reste quelques places en juin. N'hésitez pas à nous contacter. Et d'ici là, fly safe.